Nous continuons notre tour du monde et nous passons maintenant à une traversation du Pacifique et nous allons vers le Brésil, puisque nous faisons le tour du monde dans ce sens-là. Et donc, je vais donner la parole à mon collègue et ami Gustavo Ferraz de Campos Monaco, qui, il faut le savoir, est porteur de tous les espoirs du droit international privé brésilien. Alors, il y a un vrai renouveau actuellement dans ce pays du droit international privé. C'est en grande partie à vous que ce renouveau est lié. Donc, à vous la parole pour donner votre point de vue brésilien sur la codification française. Merci Hugues. Bonjour à toutes et à tous. Nishtan Sensei Konnichiwa. Je vais commencer ma participation à ce très riche colloque sur la codification française de droit international privé en remerciant le professeur Ludovic Payet pour son aimable invitation. Je remercie aussi tous les organisateurs et les intervenants. Un colloque sur le droit comparé pour analyser un projet monumental de codification du droit international privé français n'aura pu arriver à un moment plus approprié pour moi et pour le Brésil. Je ne sais pas si tout le monde ici le sait, mais le Brésil n'a pas de législation codifiée exclusive en matière de droit international privé. Nous avions un ensemble de règles incluses dans l'introduction au Code civil de 1916 qui n'atteignant pas 20 articles et qui est resté en vigueur jusqu'à 1942. Cette année-là, l'ensemble de l'introduction au Code civil de 1916 a été remplacé pour une loi autonome appelée loi d'introduction au Code civil, qui traitait de le même trois sujets importants. La succession de lois dans le temps, les conflits de lois dans le temps et les conflits de lois dans l'espace, mais de façon un peu diverse. En ce qui concerne le droit international privé, 14 articles avec une série de subdivisions traiter des questions liées au conflit de lois dans l'espace de manière mal organisée et avec de nombreuses lacunes. En 1973, le Code de procédure civile a ajouté 3 articles sur ce qu'on appelle la compétence internationale de l'État brésilien. Un ensemble laconique et désorganisé de règles a fait l'objet de nombreuses critiques et à la fin des années 50 et au début des années 60 du XXe siècle, le professeur Haroldo Valadão, un juriste à la forte personnalité, a été chargé d'élaborer un projet de codification. Et il l'a fait seul. Conformément à la tradition nationale, Valadão s'est concentré sur les 3 objets de la loi d'introduction au Code civil et a présenté un peu plus de 150 articles son avant-projet de loi générale sur l'application des règles de droit. Le coup d'État militaire de 1964 a enterré son projet. Dans les années 90, une commission présidée par l'ancien professeur de droit international privé de l'Université de São Paulo, João Grandino Rodas, avec la participation du professeur Jacob Dollinger, ainsi que de deux autres juristes spécialisés dans les conflits de loi dans le temps, a élaboré un nouveau avant-projet, cette fois modeste, comme la loi en vigueur, avec un peu moins de 30 articles, et qui a conservé la nomenclature du professeur Valadão, un nouveau avant-projet de loi générale sur l'application des règles de droit. Ce projet a également été oublié et n'a jamais été transformé en loi. Les derniers jours de l'année 2010, également les derniers jours du second mandat du président Lula, aujourd'hui un nouveau président, une loi a été adoptée pour modifier le nom de la loi d'introduction. La loi d'introduction au Code civil a été renommée loi d'introduction aux normes du droit brésilien. En 2015, un nouveau Code de procédure civile assez actuel et traitant de questions liées au droit international privé a été approuvé et a commencé à établir les limites de l'exercice de la compétence nationale au lieu de parler de la compétence internationale du Brésil,
a établi les principes de la coopération juridique internationale du Brésil, ainsi qu'à traiter des mécanismes de reconnaissance des décisions étrangères, ce qui englobe les aspects relatifs à la méthode de reconnaissance et à l'homologation de jugements étrangers. Des années plus tard, la loi d'introduction aux normes de droit brésilien a été détournée par des publicistes et des règles d'interprétation et d'application du droit public y ont été insérées. Si j'ai raconté cette longue histoire, c'est pour la comparer avec l'intrépidité du législateur de plusieurs autres pays d'Amérique latine, comme l'Argentine, l'Uruguay, le Venezuela, entre autres, mais aussi des pays côtiers de l'Atlantique Sud, dans le continent africain, qui ont adopté des lois spécifiques pour réglementer des relations plus localisées. Et pour revenir au début, je ne pouvais être plus heureuse de cette invitation pour plusieurs raisons. Avoir pu vous connaître à cette occasion, pouvoir revoir des amis, apprendre avec des analyses de mes collègues, mais surtout avoir pu apprendre avec l'effort de comparaison fait pour chacun d'entre vous. En avril de cette année, j'ai été invité par le gouvernement fédéral, dirigé pour la troisième fois par le président Lula, à présider une commission qui sera assermentée au début de l'année 2024 et qui élaborera une loi générale sur le droit international privé pour le Brésil. En ce sens, lorsque j'ai étudié le projet français, je me suis rendu compte qu'à bien des égards, la structure que j'avais imaginée par la future loi brésilienne coïncidait assez, mais pas complètement, avec les modèles adoptés par la Commission française. Le livre premier est un livre que je pense pourrait servir d'inspiration pour la construction de règles qui sont actuellement absentes du système juridique brésilien ou qui sont dépassées. Le livre second, en revanche, opte pour une succession de règles sur la juridiction compétente suivie de règles sur la loi applicable, adoptant ainsi une structure qui s'écarte de la tradition latino-américaine et surtout brésilienne, qui repose sur des règles fixant les limites pour l'exercice de la compétence nationale de manière très générale et abstraite, ancrée dans des valeurs procédurales telles que la plus grande proximité de la production de preuves et la possibilité d'exercer une défense pleine et basée sur le contradictoire. Bien que le législateur brésilien ait adopté certaines hypothèses de compétences exorbitantes pour la défense des parties considérées comme les plus faibles et plus sensibles, tels que le demandeur dans les actions alimentaires et les consommateurs, l'établissement de la compétence brésilienne a été fondé sur le domicile du bénéficiaire sur le territoire brésilien et non sur la nationalité de l'une des parties, comme le fait le projet français à l'article 17 et donc dans le livre premier. Ainsi, compte tenu de cette façon de structurer la pensée en droit international privé brésilien, il est très probable que notre modèle de législation comportera un livre second traitant de limites à l'exercice de la compétence brésilienne sur la base des motifs procéduraux, suivi d'un livre tiers contenant les règles de conflit de loi, pour revenir ensuite aux questions procédurales, qui est une belle option dans le projet et que j'ai appelé le droit international privé devant les tribunaux, dans un livre 4. Enfin, un livre 5 pourrait traiter des valeurs et principes de la coopération juridique internationale et des modes de reconnaissance des décisions étrangères, qu'elles soient juridictionnelles ou extra-juridictionnelles, comme les actes d'état civil et les actes notariés réalisés à l'étranger, qui sont structurellement liés aux livres 4 et 5 du projet français. Laissant de côté les questions historiques et structurelles,
Et passant aux questions importantes pour le droit international privé, je voudrais commencer cette partie de mon exposé en soulignant dès le départ un point de dissonance absolue entre le projet et la tradition post-indépendance latino-américaine, à exception des États que le professeur Nishitani a montré, qui a été adopté par le Brésil aussi très tardivement en 1942. Il s'agit d'un lien avec l'élément de connexion pour les questions personnelles et familiales. Il est bien connu que les États issus des anciennes colonies espagnoles ont, depuis leur indépendance, adopté le domicile comme l'élément de connexion. En revanche, jusqu'en 1942, le Brésil est resté fidèle au modèle euro-continental d'application du droit national. Cela s'explique en grande partie par la manière dont notre indépendance a été réalisée, qui a maintenu la maison royale portugaise au pouvoir et établi un empire dans ce qu'on appelait alors le Nouveau Monde. Cependant, en 1942, notre système a également adopté le domicile, ce qui était logique pour une nation qui continuait d'attirer d'importantes vagues d'immigrants, bien qu'il ne s'agisse plus seulement d'Européens de l'Ouest, mais aussi de Japonais, de Libanais, de Syriens, d'Ukrainiens, de Lituaniens, de Polonais, entre autres. Des études anthropologiques menées au Brésil font état de l'impact positif de ces changements soudains en 1942 sur l'interpénétration de ces groupes et leur assimilation dans la société brésilienne de l'époque, composée principalement de Portugais, d'Espagnols, d'Italiens et d'Allemands, ainsi que de descendants de la diaspora africaine et de peuples indigènes. J'attire l'attention sur cet aspect parce que nous savons qu'il existe une tension constante et latente dans divers États européens à l'égard de migrants provenant des anciennes colonies d'Afrique, d'Asie et dans certains cas d'Océanie. Les sentiments d'exclusion, de non-appartenance, d'être réservés à la vie périphérique peut être renforcés par la disposition normative que leur droit national leur soit appliqué. En effet, c'est d'un côté, cela peut apparaître comme un respect de leur origine, de l'autre, c'est une invitation renforcée à la non-intégration sociale, économique, culturelle, familiale et professionnelle. Loin de moi, l'idée de vous apprendre à vous occuper de vos affaires intérieures. Mais je soumets cet aspect à la réflexion parce que je viens d'une culture où l'intégration que le peuple le plus divers se fait de manière plus ou moins pacifique, équilibrée et harmonieuse, même s'il y a beaucoup d'exclusions, d'inégalités et d'aides séculaires à racheter, surtout en ce qui concerne le peuple d'origine africaine et indigène. Je crois que la soumission directe à la loi du domicile a forcé ces migrants à s'adapter à la culture brésilienne et à se comporter socialement conformément aux conceptions de notre législation et de notre peuple qui les a accueillis. D'autre part, les expatriés latino-américains se sont habitués à ce que leurs droits ne soient pas régis par la législation de leur pays. Il est vrai que lorsque le domicile a été adopté, pratiquement aucun citoyen latino-américain n'a quitté notre territoire. Il s'agissait d'une période d'attraction de la population et non des autres. Je ne sais pas comment évaluer le degré d'expatriation des Français à l'étranger, mais je vous invite à vous demander si l'adoption directe du domicile ou de la résidence habituelle ne pourrait pas apporter aux migrants qui ont établi domicile en France un sentiment d'appartenance et d'insertion qui, s'il est bien travaillé, pourrait éventuellement minimiser des problèmes sociaux sensibles et parfois aigus. D'un point de vue théorique,
En ce qui concerne le renvoi, une règle telle que celle de l'article 8 du projet semble produire beaucoup d'insécurité, au même pour moi. Il est étrange que le juge puisse ne pas prendre en considération les règles de conflit de la loi à laquelle il a été renvoyé par la règle de conflit, mais qu'il soit en même temps obligé d'en tenir compte si une des parties le demande. Il est clair pour moi que la partie fera une telle demande chaque fois que le résultat de l'examen des règles de conflit de l'État auquel la règle de conflit française s'est référée lui sera plus favorable. Bien sûr, il ne le fera pas si cela lui est défavorable. Toutefois, dans cette deuxième hypothèse, c'est certainement l'autre partie qui demandera le respect du renvoi. Il me semble qu'il y a ici de l'insécurité. Il ne s'agit pas de faire de forme shopping ou de law shopping, mais de décision shopping. Et dans ce cas, il me semble que le juge s'abandonnera à ce jeu de choix de la décision qu'il sera contraint de prendre. Je pense que ce n'est pas aux partis de prendre cette décision, mais au législateur. Soit le renvoi est accepté dans tous les spécifiques, limité à un ou à deux renvois, peu importe, soit le renvoi est interdit dans tous les cas. Cela générerait une plus grande sécurité et pourrait minimiser la possibilité de surprise découlant de la stratégie adoptée par les avocats de la partie. Enfin, pour une personne extérieure à l'Union européenne, les références constantes au règlement et même au traité ratifié par la France m'ont d'abord mis mal à l'aise. Cependant, après avoir lu le projet, la lecture du rapport de la Commission m'a fait comprendre l'intention. Je ne demanderai donc rien d'autre que l'évidence. Chaque fois que les règlements seront remplacés, la législation interne devra-t-elle être modifiée? Ne sera-t-il pas possible d'ajouter les mots « ou par l'instrument normatif européen ou international qui les remplace » Je pense donc que ce sont les points les plus importants que je pourrais ajouter aux riches discussions qui ont eu lieu ici. Je vous remercie de votre attention. Alors, je n'avais pas osé évoquer votre mission de président de la commission de réforme du Code de international de prix. Je ne savais pas exactement où on en était et si officiellement on pouvait en faire état, mais évidemment, votre présence ici était indispensable. Et on voit du coup vraiment pleinement l'effet modèle de la codification, puisque grâce à ce projet, le droit international privé français va pouvoir rayonner à l'étranger et au-delà, la doctrine du droit international privé française va pouvoir rayonner à l'étranger. Alors j'espère seulement que la codification se fera dans des délais raisonnables en France pour que ce ne soit pas la codification brésilienne qui sert de modèle à la codification française. Donc, voilà, la codification fait ça.